Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Les inondations se multiplient, les victimes aussi, et l'inquiétude ne s'affaiblit pas à travers le pays du Nord au centre en passant par le Sud. Et c'est le sujet du Grand Dialogue de ce soir. Nos invités sont Mafin Kone de l'Agence de l'environnement et du développement durable AEDD, Adama Sanogo de la cellule technique d'appui aux communes du district de Bamako, CETAC, et Ahmed Sekou Diallo, président de l'ONG AFAD, au téléphone. Je suis Mohamedou Touré. Chers invités, auditeurs et téléspectateurs de Studio Tamani, bonsoir à tous et bienvenue. Le Grand Dialogue. De plus en plus d'inondations à travers le pays. Alors, Mafin Kone, comment expliquez-vous cette situation? Quelles sont les causes de ce phénomène au Mali? Bonjour, M. Touré, et merci de m'avoir associé à ce débat. À l'entame de mes propos, je compte préciser que je représente en même temps que l'AEDD, en même temps je suis la coordinatrice nationale du projet de gestion des risques climatiques et d'inondation au Mali en vue de préserver des vies et des biens. Donc ce projet, il a démarré il y a 2 ans et demi et pour 5 ans. Donc c'est pour la gestion des risques climatiques et des inondations au Mali. Et comme vous le savez, le Mali, depuis 2013, ou depuis dans les années 2000, a été confronté à des fréquences d'inondations. Et c'est l'année 2013 qui a été l'année la plus décisive par rapport à la gestion des risques climatiques et d'inondations au Mali. Raison pour laquelle ce projet, qui s'intitule « Projet de gestion des risques climatiques et d'inondations au Mali », a vu le jour. Donc, nous continuons à vivre ces fréquences d'inondation à travers le pays. On en a vécu le 16 mai dernier et le week-end dernier aussi, on en a vécu à Bamako. Et les prévisions ne sont pas du tout optimistes dans ce sens. Ça voudra dire que dans les jours à venir, nous allons encore vivre des cas d'inondation. Mais quand même, le projet, il est là pour gérer, comme on l'a si bien dit, les risques d'inondation. Et a mis en place pas mal d'efforts à travers les acteurs du projet, à savoir la mise en place d'un système d'alerte précoce aux inondations. Il y a aussi des travaux qui sont prévus dans nos communes d'intervention et nous intervenons au niveau du district de Bamako à travers la commune 1, la commune 4 et la commune 6 et aussi dans les 2 régions de Kay et Mopti à travers respectivement la commune de Tomora, Sebekoro, Fatoma et Pignaribana. Mais pourquoi il y a toujours des inondations au Mali? La raison est tout simple. C'est vraiment lié au comportement des personnes. Nous sommes tous des êtres humains et les changements climatiques. Les inondations, d'abord, c'est une question ou une conséquence des changements climatiques. Donc, c'est à travers nos différents comportements que ces inondations sont devenues une question récurrente que nous vivons chaque année au Mali et dans le monde en général. Et je pourrais citer par exemple, au-delà des émissions de gaz à effet de serre, on pourra citer le mauvais comportement des citoyens par rapport à la gestion des déchets solides, quand les eaux n'arrivent pas à drainer, quand il y a un certain nombre de pluies qui tombent. On a l'impression que c'est vraiment 100 mm d'eau qui est tombée, alors que ce sont des millimètres qui tombaient il y a des années, mais qui ne causaient pas de dégâts. Mais de nos jours, avec 10 mm ou 30 mm, à des endroits isolés, on a souvent des inondations. Donc ces inondations sont dues d'abord à une mauvaise gestion des déchets solides, c'est-à-dire les réseaux de drainage sont mal gérés, soit sont mal conceptionnés ou les dés sont remplis de déchets solides. Par l'État ou par qui? Mal géré par qui? Par tout le monde. Nous avons tous nos parts là-dedans. Nous avons tous vraiment une responsabilité dans la gestion de ces déchets solides. Raison pour laquelle je dis que sans changement de comportement des citoyens, il va être très très difficile qu'on gère ces questions d'inondation au Mali.
Parce que nos caniveaux, même si vous sortez dans votre rue, vous allez voir que derrière votre mur, directement derrière votre mur, les déchets sont entassés dans le caniveau. Et ces caniveaux, étant donné que ces déchets l'ont rempli, ne vont pouvoir jamais bien drainer l'eau qu'il faut. D'accord, on va y revenir tout de suite. Adama Sanogo, vous représentez la cellule technique d'appui aux communes du district de Bamako. Il y a le curage des caniveaux qui avait été annoncé par la mairie du district pour faire face aux inondations. Est-ce que ce curage des caniveaux a servi à quelque chose? Ok, merci pour nous avoir donné la parole et pour nous expliquer face un peu au public. Par rapport au curage des caniveaux, comme vous l'avez demandé, on peut dire que ça a porté fruit cette année. Parce que quand vous imaginez, tout de suite il a plu. Et avoir le volume d'eau qui vient de tomber maintenant, alors il y a eu débordement au centre-ville. Et quelques minutes plus tard, toutes les eaux sont parties. Ça, c'est l'effet immédiat même du curage. Sinon, ça allait encore causer des dégâts encore beaucoup plus importants encore. Donc, nous pouvons quand même dire aujourd'hui que ce curage-là, quand même, a beaucoup donné son fruit. Pourtant, beaucoup de populations, quand on les interviewe aujourd'hui, pensent que ce curage de caniveau n'a pas servi à grand-chose parce qu'ils continuent à vivre les conséquences des inondations. Effectivement. Peut-être quand vous demandez aux gens, ils peuvent croire que ça n'a servi à quelque chose, à rien. Mais en réalité, la conséquence immédiate d'abord, c'est que, sinon les raisons immédiates, les causes immédiates, c'est que même si vous créez bien tout de suite, après il peut avoir un mauvais comportement. Dans quelques minutes, quelqu'un peut déverser soit des ordures ou bien un objet quand même solide qui va bloquer le passage de l'eau. Et tout de suite, il y aura débordement. Donc même si vous venez de terminer avec le curage, tout de suite, quelques minutes plus tard, il peut y avoir des conséquences dues au mauvais fonctionnement de l'ouvrage que vous venez de créer. Et ça, c'est dû au comportement de nous. Donc, certains pensent que cette mauvaise gestion des déchets également est due à une situation créée par les collectivités, par l'État de façon générale, parce qu'au Mali, la gestion des déchets n'est pas bien structurée. Bon, la question des déchets, c'est un peu, je peux dire que un peu compliqué, que ça soit structuré ou pas. Parce qu'une chose est sûre, c'est que il y a des lieux indiqués où il faut quand même déposer les ordures. Alors, qu'il y a une bonne structuration ou pas, cela ne doit pas me pousser à déposer des ordures là où je ne dois pas déposer. C'est un peu ça le problème. Ça, c'est la responsabilité du citoyen lambda. Mais la Chacun responsabilité doit se dire, des collectivités également voilà, et de l'État. Ce qu'on vit tous les jours, c'est que s'il y a pluie, c'est que sur le ramassage continue, ça n'a pas arrêté. Les gens continuent à ramasser tous les jours. Mais si le citoyen lui-même prend ses ordures pour les déposer, par exemple, les jeter dans un caniveau, parce que pensant que avec la pluie qui va arriver, ces ordures-là vont partir et puis il n'aura pas à peut-être débourser. Bon, c'est ça. Peut-être qu'il y a un problème je peux même dire, de sensibilisation et de formation des citoyens encore ici chez nous. Parce qu'il y a une mauvaise compréhension en réalité du phénomène. D'accord. Ahmed Sékou Diallo est le président de l'ONG AFAD. Quelle analyse faites-vous de cette situation? On me signale que Ahmed Sékou Diallo n'est pas encore en ligne. Alors, Mafin Kone, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que l'État également n'a pas une grande responsabilité de ces inondations? L'État a une grande responsabilité par rapport à la gestion de ces inondations. Je prends par exemple le cas des déchets solides. Dans le cadre du projet, l'État a eu à faire un diagnostic de la filière de gestion des déchets solides au niveau des 3 communes d'intervention du projet, lequel diagnostic a abouti à une proposition de plan de gestion et à une proposition de site en concertation effectivement avec les collectivités concernées, des sites de dépôt de transit pour pouvoir être sécurisés et contenir l'ensemble des déchets
venant des foyers de ces communes concernées. Donc, et en collaboration avec ces structures compétentes qui contribuent en termes d'appui conseil, à savoir la Direction nationale du contrôle des pollutions et des nuisances, qui aussi est représentée au niveau de l'ensemble des collectivités du pays à travers des agents qu'on appelle les services locaux d'assainissement. Voilà. D'accord. Ahmed Sékou Diallo est en ligne maintenant. Que pensez-vous de cette situation des inondations? Est-ce que vous pensez que les mesures prises arrivent à faire face à ce phénomène? Merci beaucoup, M. Touré. Merci pour cette invitation. Bon, ce qu'on pense de ces inondations, c'est que c'est vraiment quelque chose qui prend de l'ampleur avec les effets des changements climatiques. Il faut vraiment des mesures appropriées, des moyens assez costauds à la dimension de l'envergure même des inondations pour venir à bout de cela. Mais avant tout ça, il faut un travail de fond, il faut un travail d'éducation, de sensibilisation pour que nos communautés, nos populations changent de comportement positivement. Parce que tout ça là, moi je dirais que c'est un problème d'éducation. Les gens habitent ou construisent dans des bas-fonds. Les gens se construisent sur les cours d'eau. Vraiment, il y a un travail de fond à faire. Donc, les autorités publiques ont beaucoup de responsabilités dans ce qui se passe parce qu'ils ont un devoir de renforcement de capacité des acteurs, d'information et tout, qui n'est pas fait à point. Il y a aussi un devoir de sanction parce que souvent c'est des comportements qui sont vraiment hors la loi et il faut appliquer la loi dans toute sa rigueur. Et tous les responsables, tous les coupables doivent être sanctionnés par rapport à ça. Donc pour moi, vraiment, ce qui est à faire n'est pas fait à hauteur de souhait. Par qui? Par l'État? Par la population? Par l'État. C'est le devoir de l'État d'abord d'informer, de sensibiliser, de faire appliquer les lois et tout. Mais je me dis que c'est pas fait à hauteur de souhait. On attend que l'hivernage s'installe pour faire de petits gestes, ou bien que des maisons soient inondées pour aller déverser des sacs de riz ici, pour aller faire ça c'est pas du concret. Le concret, c'est de prévenir que les inondations ne nous arrivent plus et de donner des mesures d'envergure par rapport au mal, quoi. Mais c'est trop facile ce qui est en train d'être fait. D'accord. Adama Sanogo, vous avez souligné le problème de déchets. Il y a Ahmed Sékou Diallo qui vient de parler de problèmes de construction aussi. Souvent, on voit les mairies qui attribuent des logements sur les passages de l'eau. Pourquoi? Bon, en fait, les obstructions des passages des cours des eaux au niveau très généralement des collecteurs n'est pas forcément dû peut-être à des attributions. Mais souvent, c'est le plus souvent la recherche de l'habitat, c'est le développement, ça c'est l'urbanisation, avec chacun a envie d'avoir un toit, donc les gens sollicitent. Quand vous êtes d'accord que souvent c'est le cas. Un espace, on a envie d'y occuper. Donc très souvent, on peut dire que ça échappe au contrôle, surtout. Pourquoi ça échappe au contrôle? Ça échappe au contrôle parce que c'est aussi un phénomène qui est là. Donc, parce que quand quelqu'un vient, il voit l'espace qui est là, tout de suite, il commence à construire. Donc, très souvent, c'est le contrôle qui doit les empêcher de le faire. Alors, une fois que cela n'a pas été fait, donc tout de suite, ça s'érige et puis ça pose des problèmes. Justement, pourquoi le contrôle ne fait pas cela? Est-ce que cela veut dire que le contrôle est également complice? Non, pas forcément que le contrôle est complice,
Mais c'est surtout ce que je vous ai dit, c'est des gens qui construisent le plus souvent à des heures. Les gens ont tous les moyens pour construire et échapper quand même. Alors, à ceux-là qui vont les moyens plus que l'État. Mais ça, c'est... En fait, quand l'intéressé, c'est que quand je vais commencer à construire, tout de suite, quelqu'un va venir m'empêcher de le faire. Je trouve les moyens de le faire pendant que quelqu'un ne m'aperçoit pas. Et à la surprise générale de tout le monde, il est installé. C'est un peu... Je qualifie ça de cette manière. Hein. Voilà, c'est pourquoi les gens occupent comme ça les cours d'eau. Sinon, imaginez-vous, quand nous sommes en train de faire un surcreusement des collecteurs de margots naturels, par endroit où vous arrivez, vous trouvez que le lit est réellement rétréci par ces gens. Et même aujourd'hui, ils savent qu'ils sont en danger, le plus souvent. Mais puisqu'ils sont déjà là, au moment où ils cherchaient à s'installer, quand vous leur demandez de trapper, ils vous diront que le plus souvent, vraiment, nous-mêmes, nous avons sollicité ça. Et nous avons souhaité être là. Vous regardez s'ils ont des documents. Certes, peut-être certains peuvent avoir des documents. Justement, qui les donne ces documents-là? Mais la plupart d'entre eux, moi, personnellement, je n'ai jamais vu quelqu'un avec un document officiellement attribué. En tout cas, sur ces passages qui bloquent, n'est-ce pas, l'eau qui empêche les eaux de circuler. Mafinkone, voilà. Cette occupation des cours d'eau, comment peut-elle échapper à l'État, comme le pense Adama Sanogo? Bon, c'est toujours une problématique qui est liée à notre comportement, à nous tous. Parce que chacun pense qu'on peut faire tout ce qu'on veut, tout en violant les règles établies. Et quelque part, l'intervenant au niveau du téléphone a dit qu'il n'y a pas de sanctions. Moi, je pense que ce sont des mesures qui doivent être prises ou assorties des textes de loi pris dans ce sens-là par rapport à l'urbanisation dans notre pays. Parce qu'en réalité, c'est un constat que nous avons fait et lors même de l'état des lieux des dégâts à l'issue des inondations. Et les dégâts enregistrés sont focalisés au niveau des maisons anarchiquement construites sur le lit du fleuve, causés aussi par le mauvais drainage des eaux, aussi par la mauvaise infiltration des eaux de pluie. Donc, si les textes qui existent et qui avaient été bien appliqués en amont et en aval, à mon avis, on aurait pu échapper à ces coûts énormes de dégâts enregistrés depuis des années et des années. Justement, qui doit appliquer ces textes-là? Eh bien, c'est le gouvernement à travers ses structures concernées. Pourquoi ce n'est pas fait? Pourquoi ce n'est pas fait? Je pense qu'on doit penser à une bonne coordination des actions. Parce que souvent, quand on va sur le terrain, on rassemble les acteurs d'un domaine, on se rend compte à chaque fois qu'il y a un chevauchement de mission, un chevauchement de mandat, un problème d'interprétation des textes, un problème d'exécution des textes. Donc, bref, ceci ne font pas dans le sens positif de la bonne mise en œuvre, de la bonne exécution des efforts de l'ensemble des acteurs dans de tels domaines. Donc on peut dire que les mesures prises pour faire face aux inondations ne sont pas bien structurées au Mali. En tout cas, il y a un fort besoin de coordination des interventions. Les acteurs doivent se concerter et mutualiser leurs efforts pour pouvoir atteindre un objectif commun. Si chacun doit intervenir de façon isolée dans sa zone d'intervention, à mon avis, on va durer dans cette logique de résultats qui va durer à être atteint. Voilà. Alors que, à mon avis, on doit pouvoir se projeter dans un sens de moyen, court, long terme. Et à court terme, déjà, c'est très difficile de voir les effets ou de les rendre beaucoup plus durables, tout simplement parce que les efforts ne sont pas mutualisés.
Voilà. Est-ce la raison pour laquelle le Mali n'arrive pas à prévenir ces inondations comme le regrette Diallo? Bon, le Mali, dans ce sens-là, je dirais que le Mali est en train de fournir assez d'efforts. Et c'est la raison d'être même du projet que je coordonne, qui est là pour gérer les risques climatiques et les inondations au Mali. Dans le cadre de ce projet, à travers les structures partenaires, je citerai ici l'Agence nationale de la météorologie, la Direction nationale de l'hydraulique, ainsi que la Direction générale de la protection civile, ont été outillés d'un système d'alerte précoce aux inondations afin de pouvoir prévenir à temps réel et 24 heures sur 24 la population malienne par rapport à un éventuel risque d'inondation. Et ces équipements sont disponibles, sont utilisés et opérationnels depuis un certain temps. Et aujourd'hui, on a été à Mali Météo, on a vu que les prévisions qui étaient prévues aujourd'hui étaient en cohérence avec ce que l'outil avait prédit. Donc, il y a cet effort qui est là, qui est fourni. Il y a aussi la mise en place d'équipements automatiques au niveau des stations météorologiques de Soutiba, ainsi que bientôt au niveau de la station qui sera créée à Lassa, qui vont couvrir l'ensemble du district de Bamako pour pouvoir prévenir à temps réel aussi en termes d'inondation. Parce qu'on s'est dit, au lieu de faire jouer aux sapeurs-pompiers, vaut mieux prévenir en amont. Et pour pouvoir prévenir en amont, il faille outiller, renforcer les capacités des services techniques en termes d'équipements modernes et en termes de renforcement des capacités, c'est-à-dire d'utilisation de ces équipements modernes pour pouvoir produire de l'information de qualité et à temps réel afin de pouvoir informer à temps réel, c'est-à-dire au minimum 5 jours ou 4 jours en avance d'un risque probable d'inondation. D'accord. Monsieur Diallo, Madame Koné vient de citer quelques efforts. Est-ce que l'impact de ces efforts sont visibles sur le terrain? Est visible. Bon, je salue les efforts dont elle vient de parler. C'est des efforts assez importants qui font que ces derniers temps, surtout cette année, on peut dire que la population a été suffisamment informée par rapport aux précipitations qui doivent venir. Et j'ai vu que, personnellement, j'ai vu que les données météo de ces derniers temps sont pratiquement exactes. Quand on nous dit que demain, il y aura des orages par-ci, par-là, on voit à peu près que c'est quelque chose qui est là. Donc, c'est des informations assez significative, mais je dirais que c'est une goutte d'eau dans la mare. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est vrai, ça nous informe, mais ça sert plus aux paysans qui doivent savoir que demain, il va pleuvoir, donc demain, je dois faire tel ou tel truc, telle activité de culture. C'est aussi de savoir que cette année, cette période hivernale, ça va se prolonger ou bien ça va être de courte saison. Donc, quelle variété je dois utiliser au-delà? Ça aide plus le milieu, je dirais, le milieu rural pour les cultures que de prévenir par rapport aux aspects des inondations. Prévenir les inondations, c'est quoi? C'est que quand, par exemple, on sent qu'il y aura de grosses vagues de pluie qui vont déferler sur telle ou telle cité, d'informer la communauté, de leur dire peut-être que vous êtes dans une situation d'insécurité, il faut quitter ces lieux-là pendant cette période parce que sinon, vous risquez d'avoir des dégâts. Monsieur Sanogo l'a souligné, Monsieur Diallo, que dans certains cas, ces populations sont sensibilisées, informées, mais elles refusent de quitter ces lieux. Oui, c'est pourquoi je disais que pour moi, la prévention, c'est autre chose. La prévention, c'est de ne même pas laisser ces populations s'installer. C'est pourquoi je dis qu'on ne sent pas l'autorité de l'État au Mali.
quelqu'un qui vient, qui sait qu'il n'est pas dans une situation de droit, qui vient, qui s'installe sur un cours d'eau, on ne doit pas lui laisser 2 jours pour même finir ses travaux. Il commence à mettre son fondement aujourd'hui. Le lendemain, un bulldozer arrive pour tout raser. Si on le fait 1 fois, 2 fois, d'autres personnes ne vont pas tenter. Parce qu'ils vont se dire que tout ce qu'ils vont investir va partir. Et l'État ne va pas dédommager quelqu'un parce que ce n'est pas... tu as fait de l'indiscipline. Au contraire, on doit te sanctionner. Au contraire, on doit te mettre en prison ou bien on doit te demander de payer des taxes. Cette application de la loi-là qu'on ne voit pas, cette rigueur de l'État-là qu'on ne voit pas, de telle sorte que c'est un laisser-aller partout. Et ce laisser-aller-là, ce n'est pas dans le secteur seulement de l'inondation. Dans la vie courante, là, on le voit un peu partout. Donc, je dirais que le manque d'incivisme-là, c'est accompagné par l'État. C'est l'État qui garantit ça. C'est l'État qui ne devrait pas avoir cette posture-là. C'est l'État qui ne donne pas le bon exemple. Donc, la population va se dire aussi, bon, moi, je fais ce que je veux. Je viens, je trouve un terrain vague ici aujourd'hui. Je viens, je m'y installe. Mais il y a des procédures pour s'installer sur un terrain. Pour acquérir un terrain, il y a des procédures. Si la personne ne respecte pas ces procédures et qu'elle est en train de violer la loi, il faut que la loi soit assez vigoureuse aussi pour ne pas lui donner le temps de continuer ou bien de recommencer. C'est ça mon problème. Pour moi, la prévision là, c'est déjà d'informer les gens depuis le départ sur les dangers que les personnes encourent, mais aussi de ne pas les laisser faire. Les laisser faire, cela veut dire qu'on est complice quelque part. Adama Sanogo, êtes-vous d'accord avec M. Diallo qui pense qu'on ne sent pas l'autorité de l'État au Mali? Bon, effectivement, quand il dit qu'on ne sent pas l'autorité de l'État, donc en réalité, je le comprends dans sa logique. Est-ce le cas? Pourquoi? Parce que quand, vous savez, la prévention, comme il l'a dit, la prévention, c'est ce qu'il faut. Et une fois cette étape n'a pas réussi et que les gens se sont déjà installés, alors partout au monde, vous trouverez que ça rentre dans une phase de guérison qui est très difficile en ce moment. Donc il faut sanctionner. Voilà, donc il faut la prévention, éviter que les gens ne s'installent. Si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'il faut? Maintenant, une fois les gens déjà installés, alors pour les faire partir, il faut d'autres dispositions. Ça devient un peu compliqué. Avez-vous peur de dire qu'il faut sanctionner? Il faut sanctionner. Mais quand on dit... pourquoi ce n'est pas le cas? Mais maintenant, sanctionner là, ça fait partie des dispositions qu'il faut prendre. Peut-être les faire déguerpir, parce que pour déguerpir quelqu'un, il faut aller... Il y a des procédures à respecter. Est-ce que ces procédures incrimineraient certains responsables des collectivités? Les procédures. De déguerpissement. Si, j'ai dit, pas forcément. Mais ça peut être le cas. Pas forcément, parce que je saurais dire que ça va incriminer quelqu'un, parce que c'est quelqu'un qui est installé, même s'il est là sans aucun document. Il y a une procédure pour le faire partir. D'accord. Vous avez parlé de la gestion des déchets et également du curage des caniveaux. Au nord du Mali, par exemple, et dans certaines localités, il semblerait qu'il n'y a même pas de système de canalisation. Alors là-bas, quelle est la cause de ces inondations? La cause, elle est simple. Elle est due juste au fait d'un problème d'infiltration d'eau. Parce que ce sont des zones qui voient rarement des pluies tomber. Et quand une pluie d'un certain nombre de millimètres tombe en un laps de temps, vous voyez un peu comment l'infiltration peut être difficile par ces sols-là. Donc c'est juste un problème d'infiltration d'un certain nombre de quantités d'eau en un laps de temps par ces sols qui causent ce problème-là. Y a-t-il des mesures qui sont prises pour faire face à ça? Bon, en réalité, l'État est partout. L'État est partout. Et est-il senti partout? L'État
est senti partout parce qu'on est un Mali qui a des ministères de tutelle avec des structures nationales déconcentrées au niveau de chacune des régions du pays et qui doivent assurer en même temps l'appui conseil au niveau des populations et en même temps qui doivent faire la réalisation ou mener des réalisations d'ouvrages d'assainissement au niveau de ces zones-là. Donc, si tel n'est pas le cas, à mon avis, ce sont des perspectives à court moyen terme qui vont venir parce qu'un État aussi a ses moyens en termes de ressources humaines, en termes de ressources financières, en termes de capacité. Et à mon avis, on est dans un pays qui est bien structuré et qui est bien outillé et qui a même développé son CRED l'autre jour, qui est la base ou validée et approuvée au niveau du Conseil des ministres, le CRED. Bien structuré, madame, même si les services n'arrivent pas à bien se coordonner, est-ce que même au niveau des ministères, quand on prend par exemple le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, on prend le ministère de la Sécurité, est-ce qu'il y a cette coordination des actions pour faire face aux inondations? Si. Par exemple, quand il y a inondation, je prends le cas... Avant qu'il n'y ait inondation, oui. Est-ce qu'il y a cette il y a cette coordination sur un certain nombre de questions liées à la sécurité, par exemple, du pays et liées à la gestion de tout ce que nous constatons comme risque, qui vont au-delà des efforts d'un département à part. Donc, je pense que le domaine de l'environnement, qui est mon domaine, et le domaine des changements climatiques, dans lequel je suis à l'aise, et je trouve qu'il y a une bonne concertation entre nos différentes structures et surtout à travers la Direction générale de la protection civile qui a mis en place une plateforme qui rassemble l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire les catégories d'acteurs au niveau des structures techniques, au niveau de la société civile, au niveau des ONG nationales et internationales, et qui statuent, par exemple, sur une crise donnée pour pouvoir donner des réponses rapides à la crise. Donc, c'est pour dire que entre départements, il y a vraiment une concertation qui se fait. Mais je comprends aussi le cri de cœur de M. Diallo. Un État est un État qui a ses limites, mais qui est aussi accompagné par des acteurs de la société civile. Justement, et par est-ce qu'il y a des cette collaboration entre les services de l'État et la société civile? Monsieur Diallo travaille beaucoup avec il est de la société civile. Il travaille beaucoup avec les projets du gouvernement. Il collabore beaucoup avec les structures gouvernementales. Donc moi, je pense que bien que cette collaboration n'est pas à hauteur de souhait, mais quand même, elle existe. Et elle est réelle. Ahmed Sékou Diallo, il semblerait que la déforestation soit également une des causes des inondations. Qu'en est-il? Mais c'est une réalité, M. Touré. Vous voyez actuellement au Mali, tous les efforts de création de forêts pratiquement sont mis à rude épreuve. Actuellement, on coupe plus de bois qu'on ne reboise. Et quand on essaie aussi de reboiser, on fait plus de folklore que de reboiser. Parce que quand on doit reboiser, il y a certaines conditions qui doivent être réunies. La plante doit être mise sous terre dans des délais assez requis. La protection doit être assurée. Et puis, on doit aussi penser à la durabilité en arrosant et autres là. Vous savez que je ne vous apprends rien quand on vous dit que les saisons pluvieuses sont assez courtes pour pouvoir nourrir nos plantes là. Donc, il faut, pour moi, aller au-delà d'aller planter seulement. Mais il faut responsabiliser les communautés pour que les communautés puissent entretenir ces plantes. Pour que les communautés même puissent
planter des arbres, qu'on ait des initiatives citoyennes. Par exemple, quand un enfant naît, avant de te remettre un acte de naissance, on t'oblige à aller planter un arbre. Quand on se dit que devant chaque maison, devant chaque champ, il faut un certain nombre de plants. Il faut vraiment, je dirais, des mesures d'envergure pour que truc. Et je dis toujours, il faut que l'État donne l'exemple. C'est vrai qu'il y a des collaborations, il y a des initiatives, mais moi je trouve ça très très faible par rapport à l'envergure du mal. Donc la collaboration entre les services de l'État et la société civile n'est pas à hauteur de souhait, selon vous? On peut mieux faire. On peut mieux faire, mais moi je dirais que le problème fondamental, encore ici qu'il faut souligner, c'est un problème même de moyens de nos départements ministériels. C'est vrai qu'il y a la volonté politique qui n'est pas souvent réelle, parce que qui n'est pas suivie d'effet. Je vous dirais, si on compare les budgets, par exemple, du ministère de l'Environnement aux autres départements, on se rendrait compte que ce qu'on est en train de faire, c'est plus du bruit que de vouloir faire des actions d'envergure. Le ministère de l'Environnement est considéré comme un sous-secteur de l'agriculture. Vous comprendrez maintenant que dans le budget national, le budget du ministère de l'Environnement est 0,0 ou bien 0,2%. Quelqu'un qui veut assurer notre cadre de vie va mettre les moyens. Si c'était quelque chose qui est venu aujourd'hui, ou bien ces dernières années, on pourrait dire que c'est la crise qui a fait. On a une politique qui veut qu'il faudrait que la sécurité soit assurée. Il faudrait qu'on donne plus de moyens. Donc, Monsieur Diallo, vous voulez dire que malgré tous les discours qu'on entend des autorités, toutes les mesures qui sont annoncées, le ministère de l'Environnement a moins d'1% du budget national? Mais c'est vrai, ils n'ont pas les moyens de leur politique. Les ministres tous les ministres de l'Environnement que tu vois se déballer, se battre et autres là, ils n'ont pas les moyens de leur politique. Ça, c'est le problème le plus grave déjà. Alors pourquoi ils restent à leur poste? Ils continuent à faire des discours, à promettre des solutions aux populations. Ça, il faudra inviter un ministre et lui poser la question. Moi, je ne suis pas ministre, je suis un acteur de la société civile et je ne prétends pas à ces postes-là, donc je ne pourrais pas expliquer pourquoi ils tiennent à ce truc. Mais ce que je veux dire, c'est que le ministère de l'Environnement n'a pas les moyens de sa politique et nous demandons aux plus hautes autorités, s'ils veulent garantir le cadre de vie du Malien, qu'ils dotent le ministère de l'Environnement de moyens adéquats pour qu'il puisse assurer le minimum nécessaire. D'accord. Espérons que le ministre de l'Environnement acceptera notre invitation pour répondre à une de ces questions-là. Alors, monsieur Adama Sanogo, aujourd'hui, quelles sont les mesures qui sont prises qui peuvent réellement soulager les populations? Ok, merci. Dans le cadre de la prévention des inondations, alors cette année, beaucoup de mesures ont été prises, notamment, comme vous le savez, le curage des caniveaux à l'intérieur du district. Et en dépit de ça, les collecteurs qui constituent les exutoires de ces caniveaux-là, parce que toutes les eaux des caniveaux sont drainées vers les collecteurs, alors qu'ils les acheminent au fleuve. Donc ces collecteurs, pour la plupart non aménagés, alors constituent un blocage. Et une des causes principales aussi des inondations aussi, il faut le connaître. Donc cette année, le surcreusement de certains de ces collecteurs-là a été entrepris. Est-ce que ça n'a pas commencé en retard? Est-ce que ça n'aurait pas dû commencer plus tôt? Effectivement. Peut-être que, comme je vous l'ai dit, c'est dans le cadre de la prévention
n'est-ce pas, des inondations, c'est un programme spécial. Voilà, puisque, alors, vu que cette année a été annoncée comme une année où peut-être qu'il y aura beaucoup plus d'inondations dans les prévisions, donc les autorités ont voulu prendre un peu le devant. Alors, en lançant ce programme-là et surcreuser certains cours d'eau qui constituent des grands risques, et afin quand même de soulager, quand même, et éviter alors qu'il y ait quand même des conséquences beaucoup plus désagréables. D'accord. Et je peux dire que, alors, à part la première inondation, les dernières pluies qui sont arrivées, alors nous, quand même, on a constaté quand même que alors ces travaux qui sont en cours et qui sont beaucoup avancés d'ailleurs sur certains cours d'eau a beaucoup réussi. Voilà. Madame Koné, les populations vont-elles continuer à subir ces inondations-là? Selon les prévisions météorologiques issues des différents modèles internationaux, cette année sera une année très humide. Donc, à ce titre-là, je pense que beaucoup d'efforts doivent être fournis dans le sens de l'information, de la sensibilisation et de l'éducation. Parce que avant de sanctionner, moi, je pense qu'il y a des préalables aux sanctions. On doit d'abord informer la population sur les dangers ou les risques liés aux inondations, communiquer avec la population sur les risques et les dangers liés aux inondations, éduquer aussi la population sur les risques et les enjeux liés aux inondations. Et je pense que aller directement aux sanctions n'est pas une chose aisée ni une chose souhaitée, et l'État malien est en train de fournir assez d'efforts dans ce sens-là par rapport à la bonne gestion des risques climatiques et des inondations au Mali. Et la petite exemple est que demain, dans le cadre du projet, on a prévu le lancement du programme d'éducation sur les risques climatiques et les inondations qui s'adresse aux élèves de la première année à la 9e année. Donc pour nous, il faudrait vraiment mettre beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus d'accent sur l'éducation, la formation, l'information, la sensibilisation et la communication. Mais s'il n'y a pas de sanctions, est-ce que les personnes qui sont en règle vont continuer à subir les conséquences des personnes qui ne sont pas en règle? Des actions posées par les Par exemple, je prends le cas d'un élève qui part demain matin en classe, son prof l'enseigne un cours de sciences d'observation ou d'éducation civique sur les inondations, axé sur la bonne gestion des déchets solides, etc., etc. Mais quand il va rentrer à la maison, déjà, avec son parent qui viendra le chercher à l'école, il va commencer à dire ce que le prof lui a enseigné en classe. Arrivé à la maison, il va continuer à donner cette information, ainsi de suite. Et l'enfant va grandir avec cette éducation. Donc, on aura gagné beaucoup plus en essayant d'instaurer cette culture de résilience aux inondations. Mais quand on voit, Madame Koné, le niveau des élèves et des étudiants au Mali qui devient de plus en plus bas selon des statistiques, peut-on dire que les élèves écoutent leurs professeurs? Ah si, il y a des professeurs qui sont écoutés. Il y a des élèves, parce que les élèves vont seulement en classe, parce que les classes ne sont pas vides. En même temps, on a des professeurs en classe, en même temps, on a des élèves en classe, même s'il y a des perturbations, mais quand même, on vient de voir que les examens ont eu lieu et les résultats des examens ont été proclamés. Tout simplement, si les enfants n'étaient pas à l'école, donc ça ne pouvait pas être le cas. Donc, il y a de sérieux problèmes dans tous les domaines. Mais on ne doit pas être pessimiste. On doit toujours rester optimiste et on doit compter sur le peu de moyens qu'on a pour pouvoir faire de grandes choses. Souvent, sans même un sou, on peut faire des choses énormes. Tout simplement parce qu'il y a une volonté qui est affichée au niveau du citoyen lambda. Et des autorités. Voilà, et des autorités. D'accord. Tout n'est pas moyen. Souvent, avec la volonté, on peut faire de grandes choses.
D'accord. Êtes-vous d'accord avec cette analyse, Ahmed Sékou Diallo? Je suis d'accord avec elle. Je salue aussi tous les efforts que son projet est en train de mettre en œuvre au niveau du Mali. Mais je dirais que quand je parle de moyens, c'est que si on regarde par exemple son projet, le nombre de personnes que ça touche, ça devient limite par rapport à la dimension du pays. Donc, pour moi, c'est vrai qu'on peut changer d'approche, mais l'approche qui peut être fondamentale pour ce genre de projet étatique, c'est de se reposer sur les ONG. Les ONG qui sont en contact avec les populations. Travailler avec ces ONG permet de faire une démultiplication de l'information. Donc une meilleure collaboration et une meilleure coordination des actions. Merci Ahmed Sékou Diallo, le temps nous fait défaut. Vous êtes le président de l'ONG AFAD, représentant de la société civile sur ce plateau, et Adama Sanogo de la cellule technique d'appui aux communes du district de Bamako, CETAC, et Mafin Kone de l'Agence de l'environnement et du développement durable. Je suis Mohamedou Touré, à la régie vidéo et audio Nouhoum Djiré et Peting Diara. On se retrouve demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue.